La péninsule coréenne est depuis des décennies une zone de tension où s'opposent deux modèles radicalement différents. Le Nord autoritaire, militarisé et replié sur lui-même, contre le Sud démocratique, prospère et ouvert sur le monde. Malgré plusieurs tentatives de rapprochement, la fracture entre les deux Corées ne cesse de se creuser, exacerbée par des programmes militaires et des alliances internationales divergentes. Cette situation explosive fait craindre une implosion imminente, où la confrontation pourrait dégénérer en conflit ouvert, menaçant non seulement la région, mais aussi l'équilibre mondial. Mais pourquoi le Nord et le Sud sont-ils si différents? Quels sont les points de tension et quel est l'impact sur la région? Mais aussi, à quoi ressemble le futur de la péninsule? Eh bien, c'est ce qu'on te propose de découvrir aujourd'hui. Prêt à tout comprendre des relations entre les deux Corées? Alors, c'est parti! Regardons d'abord leur histoire. En 1910, la Corée passe officiellement sous la domination de l'Empire du Japon jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la capitulation du Japon. À ce moment-là, la péninsule coréenne est divisée le long du 38e parallèle en deux zones d'occupation, avec Staline et les Soviétiques au nord et Roosevelt et les Américains au sud. Cette division a été initialement envisagée comme une mesure temporaire en attendant l'établissement d'un gouvernement coréen unifié. Cependant, la guerre froide arrive rapidement et ainsi les tensions ne font qu'augmenter entre les deux surpuissances. En 1947, l'ONU tente d'organiser des élections communes, mais le Nord boycotte le scrutin. Les dirigeants nord-coréens craignaient que des élections unifiées ne conduisent à la mise en place d'un gouvernement pro-américain dans l'ensemble de la péninsule. Mais le Sud, lui, participe aux élections, choisit ses dirigeants et se proclame indépendant en devenant la République de Corée en 1948. Dans la foulée, le Nord devient la République populaire démocratique de Corée. Cependant, les tensions vont augmenter jusqu'à la fin de la guerre de Corée, qui oppose le Nord au Sud et qui dure de 1950 à 1953. Cette division entre les deux parties est donc la parfaite illustration de la tension extrême entre l'Union soviétique et les États-Unis. Les deux pays sont alors séparés par une zone démilitarisée qui s'étend sur 248 km de long et 4 km de large. Elle est surveillée en permanence par près de 700 000 soldats nord-coréens et 410 000 soldats sud-coréens, eux-mêmes épaulés par les soldats américains. Aujourd'hui, les pays voisins sont toujours techniquement en guerre depuis 1953, les combats ayant été arrêtés par un armistice et non un traité de paix. Le Nord est dirigé par le dictateur Kim Jong-un, qui tient d'une main de fer le pays, avec un modèle communiste et autoritaire qui isole sa population du reste du monde. Quant au Sud, il est la 10e puissance économique de la planète et est doté d'un régime présidentiel. Nous avons donc deux Corées, avec deux visions très différentes du monde. Maintenant que tu comprends mieux l'histoire entre les deux Corées, regardons pourquoi la péninsule est au bord de l'implosion. L'année 2024 est mouvementée. Les tensions ont augmenté dans la péninsule coréenne après que Pyongyang a considérablement augmenté ses essais de missiles, tout en aiguisant sa rhétorique contre les États-Unis et la Corée du Sud. Elle a également intensifié sa coopération militaire avec la Russie. En effet, au début de l'année, le Parlement de la Corée du Nord a approuvé la dissolution des agences œuvrant pour la réunification avec le voisin du Sud. Pourtant, les deux Corées avaient entamé, en 2018, un processus de rapprochement, caractérisé par 3 rencontres entre Kim Jong-un et le président sud-coréen de l'époque, Moon Jae-in. Au même moment, le dirigeant nord-coréen a également menacé Séoul d'entrer en guerre pour toute violation de son territoire. De plus, Kim Jong-un a appelé à des changements constitutionnels permettant à Pyongyang d'occuper la Corée du Sud en cas de guerre. Il faut savoir que dans leurs constitutions respectives, Corée du Sud et du Nord revendiquent toujours la souveraineté sur l'intégralité de la péninsule coréenne. La Corée du Nord a également lancé des menaces de frappe nucléaire contre la Corée du Sud et a également ordonné l'accélération des préparatifs militaires en vue d'une guerre qui peut être déclenchée à tout moment sur la péninsule selon ses dires. Il faut savoir que le 5 janvier 2024, la Corée du Nord a tiré 192 obus en mer Jaune, dans la zone tampon qui la sépare du Sud.
il s'agit de la plus forte escalade sur la péninsule depuis 2010. Selon le dictateur, ceci est en réponse à un exercice sud-coréen à munitions réelles près de la frontière. Ensuite, en avril 2024, on découvre le ICBM Hwasong-18 qui a effectué son premier vol d'essai le 13 avril 2023. Il a montré sa capacité à suivre une trajectoire complexe et à atteindre des portées intercontinentales. De plus, la propulsion solide rend ce missile plus difficile à détecter et à intercepter. Ce qui inquiète le Sud, ainsi que les États-Unis. Au même moment, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, un nouveau réacteur nord-coréen semble être devenu opérationnel. Par la suite, en août, Pyongyang annonce le déploiement de 250 lance-missiles à la frontière. Les frictions continuent et en septembre 2024, la Corée du Nord annonce qu'elle prévoit d'augmenter son arsenal nucléaire. D'ailleurs, le pays a publié pour la première fois des images de ses installations d'enrichissement d'uranium. Le dernier essai nucléaire connu a eu lieu en 2017. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, la Corée du Nord possède actuellement une cinquantaine d'ogives nucléaires, mais le nombre exact n'est pas connu. Il ne faut pas oublier que largement isolée, la Corée du Nord fait l'objet de sanctions internationales en raison de son programme d'armes nucléaires et de missiles. Au même moment, la Corée du Nord envoie à plusieurs reprises des ballons remplis de déchets vers le sud. On parle ici d'environ 190 ballons reliés à des sacs contenant principalement du papier et des déchets plastiques. Certains ont provoqué des incendies et endommagé des infrastructures, ce qui alimente la crainte qu'un jour, ils puissent contenir des substances dangereuses, voire des armes biologiques. Cela a eu lieu juste après la visite en Corée du Sud du Premier ministre japonais sortant, Fumio Kishida. Ainsi, depuis mai 2024, Pyongyang a fait décoller près de 5000 ballons vers le sud en expliquant qu'il s'agit de représailles aux ballons de matériel de propagande lancés en direction du nord par des militants sud-coréens. Par la suite, en octobre 2024, la Corée du Sud répliqua en envoyant des drones chargés de tracts politiques. Ainsi, les autorités nord-coréennes ont détecté un drone volant au-dessus de Pyongyang chargé de tracts critiquant le régime. Ce à quoi Kim Yo-jong, la sœur du leader nord-coréen, a menacé d'une réplique forte et d'un désastre horrible si de nouveaux drones pénétraient l'espace aérien nord-coréen. Face à ces accusations, le ministère sud-coréen de la Défense a démenti l'implication de drones militaires dans ces incidents, tout en admettant que des citoyens sud-coréens auraient pu être responsables. Au même moment, le dictateur déclare que son pays utilisera l'arme atomique sans hésiter en cas d'attaque. Kim Jong-un a dans sa déclaration fait référence à l'alliance entre Séoul et Washington, principal allié militaire de la Corée du Sud. Cette dernière ne possède pas d'armes atomiques et compte beaucoup sur la force de dissuasion de son partenaire américain. Quelques semaines plus tard, on apprend que Pyongyang fournirait des soldats à l'armée russe dans le conflit russo-ukrainien, en plus de lui livrer des munitions. Il ne faut pas oublier qu'en juin 2024, la Corée du Nord et la Russie ont signé un accord de défense mutuelle. Beaucoup se demandent alors si ce n'est pas la première étape vers la Troisième Guerre mondiale. En guise de réponse, la Corée du Sud, importante exportatrice d'armes, a expliqué qu'elle étudiait la possibilité d'envoyer de l'armement directement à l'Ukraine. Jusque-là, elle s'y opposait en raison de sa politique, l'empêchant de fournir des armes dans des conflits actifs. Enfin, le 31 octobre 2024, la Corée du Nord a tiré l'un de ses missiles les plus puissants à moins d'une semaine de l'élection présidentielle américaine. Il est de la catégorie ICBM, qui veut dire missiles balistiques intercontinentaux. Il a donc une portée d'au moins 5500 km et peut porter des charges nucléaires. Voilà, tu sais maintenant tout des relations entre les deux Corées. Il est donc clair que la péninsule coréenne se trouve à un tournant historique où les tensions pourraient évoluer en conflit ouvert. D'un côté, la Corée du Nord persiste dans son programme nucléaire et dans sa rhétorique militaire provocatrice, mettant en garde contre toute interférence étrangère. De l'autre côté, la Corée du Sud, soutenue par ses alliés, renforce ses capacités de défense. Ce contexte explosif place la région en état d'alerte constante.